Hey, on parle de New York, les gars. Mis à part les Knicks, difficile d'être une équipe new-yorkaise en ce moment. On va se le dire, là. En fait, Mio, je vais te le dire. Est-ce que ça a déjà été facile dans notre vie d'être une équipe new-yorkaise? Oui, ben oui. De notre vivant, non. De notre vivant. À part le championnat des tant que ça. Yankees en 2009, tu sais, au 21e siècle, là, New York, là, Les Giants. Les Giants ont quand même 2 Super Bowls contre les Pats, là, mais dont eux qui ont éliminé leur saison parfaite. Là. Oui. Mais ouais, c'est que. Temps difficile pour des équipes new-yorkaises. Puis bon, on sait à quel point ça va mal, les Rangers. On est en train de moisir de plus en plus. Au départ, on se disait, bon, s'ils réglaient leurs problèmes à domicile, à voir, mais là, les gars, les roues ont complètement débarqué du chariot. Et j'avais sorti sur ma revue de presse cette semaine comme quoi les partisans au Madison Square Garden ont commencé à chanter pour faire en sorte que Chris Drury se fasse renvoyer. Alors, Chris Drury a décidé de sortir de l'ombre de ses bureaux du Madison Square Garden et a sorti, de un comme quoi les Rangers ne vont pas tomber en reconstruction complète comme ce fut le cas en 2018, mais plus d'un retool, alors remaniement de personnel, aller rechercher d'autres pièces pour combler certains manques. Mais le gros dossier, c'est celui d'Artemi Panarin. Artemi Panarin, dont le contrat termine à la fin de la présente saison. Les Rangers ont annoncé déjà de 1 qu'ils n'ont pas l'intention de le renouveler son contrat d'ici la fin de la saison, alors qu'il sera agent libre, mais qu'ils l'accommoderont. On va essayer de trouver un preneur pour son contrat d'ici la fin de la saison. En un premier temps, les gars, on va parler des Rangers. Ensuite, on jasera d'Artemi Panarin. Mais à quel point est-ce que ça va mal chez les Rangers pour qu'on parle déjà, là, pas d'une reconstruction, mais d'un retool? Premièrement, ne vous laissez pas berner, ça ne sera pas une reconstruction. Tu sais, les Rangers qui étaient genre, on fera pas de reconstruction. Tu sais, on va reconstruire avec notre corps. On va reconstruire autour des éléments de notre corps, puis de nos prospects, puis tout ça, puis ça va aller bien, puis tout ça. OK, fait que t'es en train de me dire, OK, que ton chat GPT c'est en train de me dire que on va reprendre à peu près les mêmes joueurs qui composent notre corps. Puis qu'on va prendre des espoirs. OK, fine. Fait que t'es en train de me dire que vous allez juste changer des gars dans le bottom six, puis ça va être tout. Là. On va caller the day, puis ça va être ça le retool. Là. Tu sais, Mika va être encore là. Comme toute bonne saison morte, d'ailleurs. Exactement. Tu sais, on va servir de, tu sais, Mika Zibanejad est encore là, puis toute la gang, toute là, puis on va juste reprendre des éléments de bottom six, puis on va reconstruire autour de notre corps, puis des espoirs. Mais en fait, si on peut résumer ça, là, si Gabe Perreault ne se développe pas, vous n'avez pas d'espoir en New York. C'est voilà. À peu près ça. T'sais, vos espoirs, c'est Gabriel Perreault, puis c'est tout. Fait que tu es en train de me dire que on va juste changer. J'ai pas compris ce que ce communiqué-là voulait dire. C'était juste, on va juste pelleter nos problèmes en dessous de la table, puis on va se réessayer l'année prochaine. Pour moi, c'est juste réessayer la même formule en essayant un angle différent, Galaxy Brain, pour juste se dire, on va revenir à la même affaire l'année prochaine. Sauf Artemi Panarin. Puis vous savez quoi, ça donne qu'il y aurait potentiellement, tout dépendant comment la saison des Rangers se termine, un élément quand même intéressant qui pourrait se rajouter au top 6 si, disons, on décide d'abandonner et que nos chances nous tombent avec le premier choix au total. Il y a un monde dans lequel ça arrive parce que là, bon, Pop, je ne sais pas si tu as le classement sous les yeux, mais oui. Quand je regardais ça cette semaine, les Rangers étaient derniers de la métropolitaine. Puis il y a un bout de cette semaine, les Rangers étaient bons derniers dans l'Est complètement, là, chose que j'ai complètement été choqué d'apprendre. Alors, je confirme, effectivement, les Rangers, ils sont toujours non seulement derniers de la métropolitaine, mais derniers dans l'Est. C'est parce qu'il y a un joueur quand même intéressant qui s'en vient au repêchage.
Il s'appelle Gavin McKenna aussi. Oui, mais on n'est pas encore rendu à la loterie. Je comprends, mais est-ce que du côté des Rangers, c'est juste un écran de fumée pour dire, vous savez quoi? On va, au lieu de compétitionner pour une place en série, on va compétitionner pour le premier choix au total parce qu'eux autres qui sont à 48 points, ben tu as les Blues, les Blackhawks, les Jets, les Flames et les Canucks qui ont des pires fiches qu'eux autres. Là. Oh non, écoute. Foncer, être acheteur au trade deadline aurait été totalement terroriste, mais ça aurait été complètement à l'image de Manhattan, New York. Nous, on est prestigieux. Nous, on a un prestige, on a quelque chose. On attire les gros joueurs et tout ça, mais on a gagné une Coupe cette année en 85 ans. Mais ça, personne ne le dit, ça. Donc, Félix... Puis en même temps, New York, les Rangers, cette équipe tellement reconnue pour bien développer des espoirs. Et voilà. C'est ce que vous avez à savoir sur les Rangers. Félix, de l'autre côté, bon, Artemi Panarin, qui est un joueur qui produit offensivement toujours. Seul un bémol, pas pire aussi quand même, c'est que, bon, il a 34 ans et il va avoir 35 ans le 30 octobre prochain. Donc, on peut dire que la saison prochaine, il aura 35 ans. Que vois-tu de ce côté-là? Est-ce qu'il y aurait des équipes qui ont ce qui est nécessaire pour aller le chercher, pour aller gagner une Coupe Stanley? Il va définitivement avoir de l'intérêt pour Artemi Panarin, c'est sûr et certain. Ce qui va complexifier la tâche. Puis je reviens un peu à ce que Pop disait, tu sais, les Rangers n'ont pas une tonne d'espoir. Là, on pourrait répondre à ça que ils vont aller en chercher en échangeant Artemi Panarin. Ce qui est pas faux. On risque d'aller chercher un ou deux espoirs, peut-être un ou deux choix aussi. Le problème, c'est qu'Artemi Panarin a une clause de l'échange et les Rangers vont travailler avec lui pour l'envoyer où est-ce qu'il veut aller. Donc, écoute, ça ne donne pas exactement une tonne de levier. Tu sais, je repense à la transaction de Claude Giroux il y a quelques années. Quand Claude Giroux, les Flyers voulaient l'échanger, dans le fond, il a dit moi, si vous m'échangez, il y a deux équipes, les Panthers ou l'Avalanche. Hey, ça, c'est vraiment beaucoup de levier. Là. Tu peux travailler deux équipes puis that's it. T'as pas toute la ligue. Là. C'est pas une mise aux enchères là, comme quand tu as le prix de la limite que tout le monde s'arrache. Là. C'est pas une guerre aux enchères qui va partir au plus offrant. Puis... Non. Si tu vas honorer où est-ce que Panarin s'en va, tu n'auras pas une tonne pour ces services. Tu vas avoir quelque chose, mais tu n'auras pas 3 choix de première ronde, puis 6 espoirs, puis tu n'auras pas tout ça. Mais oui, tu peux quand même aller chercher quelque chose, puis il va y avoir des équipes intéressées définitivement, en assumant que Panarin est aussi intéressé par ces équipes-là. Ça reste un gars qui est encore tellement dominant offensivement, son jeu défensif n'est pas parfait, mais si tu as besoin d'un gars qui va juste te ramasser des points, que tu mets sur ton premier trio, puis un peu l'oublier là, puis tu sais que les points vont finir par rentrer, tu vas quand même être bien. Puis c'est drôle parce que j'ai vu le nom de Montréal circuler. Et j'y ai pensé aussi, d'ailleurs. 10 ans plus tard. Hein? 10 ans trop tard, parce qu'à la base, il voulait venir à Montréal. Mais finalement, je suis Chicago. Le problème avec Montréal, parce qu'il y a un lien logique à faire avec Jeff Gorton. C'est Jeff Gorton qui l'avait signé avec les Rangers à l'époque. Le problème, c'est que Chris Drury et Jeff Gorton saillissent la face. Et ça pourrait évidemment être un problème dans les négociations. Tu sais, ça peut passer par quelque chose, mais c'est pas souvent que Chris Drury va vouloir faire une faveur à son ancien boss, surtout que son équipe est en train de tout casser. Puis que, tu sais, j'ai des doutes sur le fait que Chris Drury va vraiment considérer l'échange à Montréal. À moins que Panarin dise, moi, c'est Montréal ou rien. Puis, tu sais, encore des points, il est pas un fait parfait à Montréal et tout. Fait que, si je dis ça, puis le mettre sur un trio avec Caulfield et Suzuki, ça devient soudainement extrêmement intéressant. Mais bref, je me garde un peu. Avec tout respect pour Alex Texier. Avec tout respect pour Alexandre Texier, évidemment. Mais t'as vu ce que Texier est capable de faire, le mettre Panarin avec ça, là, je pense que... Bref, je vais revenir un peu sur le droit chemin, je m'écarte un peu. Oui, pour répondre à ta question, je pense que définitivement, il va y avoir des équipes intéressées à Panarin et c'est clairement, ce sera le gros nom qui va être échangé. Là. Je veux dire, il n'y aura pas de plus gros nom qui va être échangé. Ça reste un gars qui est encore capable de marquer 90-100 points, pas mal les yeux fermés. Puis des gars comme ça qui sont rendus disponibles, c'est extrêmement, extrêmement rare. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler cette transaction. Et j'ai juste hâte de voir le moment que ça va se faire parce qu'on sait que pour la pause des Jeux olympiques du 6 au 24 février, il y a un gel des
transactions dans la LNH comme on avait vu dans la semaine de Noël. Donc, il y a des gens qui s'attendent à ce que ça bouge beaucoup dans la LNH avant le 6 février, parce qu'au retour, ça ne laissera pas beaucoup de temps avant la date limite qui est début mars. Est-ce qu'Artemi Panarin va encore être un membre des Rangers au début des Jeux olympiques? Ça, c'est une question qui m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Parce que si tu vas aller le chercher, il ne reste pas trop, on va le chercher, puis ramène-le, puis il va pouvoir s'intégrer à ton équipe plus rapidement. Puis, je sais pas, j'ai vraiment hâte de voir à quel moment, surtout, Artemi Panarin va quitter les Rangers. Mais moi, je regarde cet alignement-là, puis je me dis, à part Artemi Panarin, c'est quoi tes munitions pour faire un retour? Parce que, OK, c'est le fun. Encore sur la question du retour. Ouais, non, mais tu sais... Ça le trotte dans la tête. Non, mais, tu sais, tu veux faire un retour, un rebuild, c'est correct. OK, si tu l'assumes, c'est bien correct, mais as-tu des munitions pour débâtir et rebâtir? T'as Mika Zibanejad, 32 ans. T'as Vincent Trocheck, 32. JT Miller, genre 32 ou 33. Puis Mio, c'est pas juste ça, là. Mika Zibanejad va faire 8,5 millions jusqu'en 2030. JT Miller va encore faire 8 millions. JT Miller va faire 8 millions jusqu'en 2030. Alexis Lafrenière va faire 7,45 millions jusqu'en 2030. Vladislav Gavrikov va faire 7 millions jusqu'en 2030. Egor Shesterkin, en fait, non, Gavrikov, ça va être Gavrikov, ça va être jusqu'en 2032. Et Alexis Lafrenière aussi en 2032. Et tu as Egor Shesterkin qui va faire 11,5 millions jusqu'en 2033. À part Panarin, que tu n'as pas le levier, tu n'as rien. Tu n'as absolument rien. Tu sais qui je pense, moi, qui pourrait rapporter plus que les gens pensent? Vincent Trocheck. Je pense que Trocheck, dans un marché où est-ce que tout le monde cherche des centres, dans un marché où est-ce que Philippe Danault, tout respect pour lui, rapporte un deuxième choix, Vincent Trocheck a moins de 6 millions par année pour cette saison, les 3 prochaines, qui n'est pas nécessairement le gars le plus sexy, là, mais tu sais, ça reste un gars qui est capable d'une 60aine de points par année, même 77 points, 82 matchs il y a 2 ans. Tu sais, c'est un gars aussi qu'on va voir aux Jeux olympiques. Il est à la confrontation des 4 nations. Dans un marché où tout le monde cherche des joueurs de centre, je suis intéressé de voir si Trocheck pourrait pas être le gars qui va rapporter plus, même plus que Panarin possiblement. Et l'autre nom que j'ai envie de surveiller, ce qui serait extrêmement ironique considérant que c'est lui qui voulait aller avec les Rangers et qui a forcé 2 transactions pour se rendre avec les Rangers, c'est Adam Fox, éventuellement. Tel Adam Fox qui, d'ailleurs, son entraîneur vient de l'ignorer aux Jeux olympiques. C'est un gros statement. Il s'est blessé depuis le temps. Il n'aurait pas pu y aller, mais ça reste quand même un gros statement. C'est l'entraîneur des Rangers qui est l'entraîneur de l'équipe américaine et il l'a ignoré. Est-ce qu'Adam Fox pourrait se dire regarde, moi, si le bateau est en train de couler, là, je vais prendre le dernier navet pour me sauver puis tout. Puis je suis vraiment, vraiment curieux. Et écoute, dernier point que je vais amener là-dessus, quelque chose qui va compliquer encore plus le projet pour les Rangers. Là. Il y a tellement de monde avec des clauses. Il y a des clauses de non-mouvement, des clauses d'échange. Bonne chance. Même si, mettons, là, tu te lèves d'un matin et tu sais, moi, j'échange Vladislav Gavrikov. Okay? C'est là que ça se passe. Gavrikov, pack tes valises, man, tu t'en vas. Okay? Gavrikov peut dire non. Panarin peut dire où est-ce qu'il va aller. Zibanejad peut dire ça. JT Miller peut dire où est-ce qu'il va. Lafrenière, Trocheck ont des listes des listes d'équipes auxquelles ils peuvent refuser. C'est bonne chance. Ça va être un. Si tu veux vraiment faire un retour, là, ça va être périlleux et Chris Drury a de la job qui l'attend. Pour un DG que tout le monde veut déjà sa tête au bout d'une pique, là, moi j'ai l'impression que Chris Drury ne sera pas de retour au début de la prochaine saison. Je sais pas. Bonne chance. Take de la semaine. Exact. Déclaration fâcheuse de la semaine, Félix. Voyons là. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont leur choix de première ronde. Pas comme Toronto qui n'a pas leur choix de première ronde, même si mais c'est quoi le pire? Toronto s'est replacé, eux. C'est ça mon point. Toronto se replace. Mais au moins, les Rangers n'ont pas le choix. Mais imagine s'il n'y avait pas leur choix. D'ici là, il y a un autre bon nom là, sur le marché des transactions qui a bougé. Je veux dire, c'était un nom qu'on amenait un peu partout, là, du nom de Rasmus Andersson. Ce défenseur, 29 ans, avec les Flames, qui a quand même là, 30 points en 48 matchs avec l'équipe. Passe
chez les Golden Knights de Las Vegas, mesdames et messieurs. En retour là, de Zach Whitecloud, Abraham Weeb et un choix de premier tour en 2027 et un deuxième de 2028, deux choix qui sont conditionnels, là, soit dit en passant. Mais les Golden Knights qui, fidèles à leurs habitudes, devrais-je dire, là, viennent frapper quand même un bon coup en allant chercher l'un des défenseurs. Ce n'est pas le défenseur le plus convoité en ce moment dans la Ligue nationale de hockey. Frappe un grand coup, mais ça fait quoi? Ça fait un an et demi que Rasmus Andersson ne cache aucunement qu'il veut que Calgary l'échange à Vegas. Mm-hmm. Il était tellement temps que ça se fasse. Là. Il était tellement le temps que ça se fasse. C'est n'importe quoi. Mon Dieu, que c'était trop long pour rien. Écoute. Dans les derniers jours, il y a Boston aussi qui a circulé comme une destination potentielle. Mais Boston, il n'était pas sûr de vouloir signer là. Et là, aujourd'hui, il faut juste rappeler que Rasmus Andersson n'a pas signé de prolongation de contrat avant d'être échangé. J'ai l'impression que ce ne sera pas trop compliqué. On va régler ce dossier-là. Là. Mais c'est tellement trop long pour rien. Là. Tout le monde savait qu'elle allait à Vegas. Là, Zach Whitecloud, un choix de première ronde, puis un choix de deuxième ronde, là, puis Abraham Weeb, peu importe c'est quoi cette chose-là. Là. Ok, c'est beau, là, c'est réglé. Viens pas me faire croire que ce stuff-là n'est pas sa table de Calgary depuis à peu près un an de temps. Là. Je veux dire, vraiment, là, il attendait quoi? Abraham Weeb, là, puis il fait, Calgary ne l'échange pas tant qu'Abraham Weeb n'est pas dans le deal. Oh, fuck off, là, comment? Rien que ça, là, tu te demandes comment Calgary a commencé à descendre aux enfers, là, c'est en regardant les pommes pourrites comme ça qui disent ouvertement qu'ils s'en vont. Moi, il a dit, échangez-moi à Vegas, c'est la seule endroit où je suis une prolongation de contrat. Il n'y a pas exactement un grand secret des yeux de où veut aller Rasmus Andersson, puis est-ce que Rasmus Andersson est vraiment heureux à Calgary? Bon, ship-le, le Rex, laisse pas le bobo, là, arrache le blaster, puis ça s'en va. Là, c'est tellement trop long pour rien, ce dossier-là. Une chance, c'est fini, puis je pense que ça va vraiment faire du bien à Calgary, de juste cocher cette case-là, puis c'est bon, c'est fini, là, puis ça débarrasse, puis on n'en parle plus. Puis le pire, c'est qu'on parle que ça a tellement été long, mais historiquement, depuis que Craig Conroy est arrivé à Calgary, il y a eu beaucoup de gars qui avaient demandé à quitter Calgary, puis on a quand même réglé ça quand même relativement rapidement. Tu sais, Matthew Tkachuk avait zéro caché qu'à la fin de son contrat, il n'allait pas signer à Calgary. Qu'est-ce qu'on a fait du côté de Calgary? On l'a chipé aux Panthers. On est allé chercher Jonathan Huberdeau, Mackenzie Weegar et tout ça. Noah Neffin, ça a été la même chose. On savait déjà qu'il ne voulait pas signer à Calgary à la fin de son contrat. On l'a chippé à Vegas, évidemment. Juste pour bien faire de ce côté-là. Il y a eu Mikael Backlund qui a finalement resté. Mikael Backlund ou Mikael Granlund? Je mets tout le temps les deux. Backlund. Merci. Puis là, on a juste pris Rasmus Andersson qui, honnêtement, là, pour moi, là, dans les équipes, en ce moment, à la Ligue nationale, à la mi-janvier, là, que je regarde puis je me dis, tu n'as aucune business à être au plus fort de la lutte ou du moins gagner ta division. Les Golden Knights de Las Vegas, si c'est pas numéro 1, c'est dans mon top numéro 2. Parce que cette équipe-là, si vous regardez, ça en arrache. Ça se voit qu'un Alex Pietrangelo n'est pas là, puis qu'un Shea Theodore n'est pas là, puis on a Akira Schmidt puis Adden Hill dans les buts. Tu sais, ça commence à apparaître. Mais on est quand même au sommet parce qu'on a perdu 12-13 matchs déjà cette saison en temps supplémentaire. Ce qui fait que notre total de points est gonflé artificiellement de ce côté-là. Et tu me dis qu'un Rasmus Andersson de plus, ça change grand-chose du côté de Vegas? Ouais, OK. Fine. Tu parles de Vegas, petite parenthèse, il n'est pas dans nos notes, je vous amène un peu là-dessus. Là. Avez-vous vu cette semaine le texte dans The Athletic de Jonas Siegel? Je crois que c'est Jonas Siegel qui avait écrit sur James Malone, un des deux, qui a écrit un texte sur Mitch Marner, sa vie à Vegas. Et écoute, dans ce texte-là, ce qui est intéressant, c'est que tu écoutes les propos de Marner, puis il a l'air misérable. Tu sais, il en parle, puis il dit... ouais, tu sais, c'est cool à Vegas, mais c'était cool à Toronto aussi. Puis je m'ennuie de l'hiver, je m'ennuie de ma famille, tu sais, je m'ennuie de les voir à tous les games. Maintenant, je me parle par FaceTime par semaine, puis c'est tout. Puis ouais, tu sais, c'est le fun de Vegas, j'ai du fun. Je peux aller promener mon chien en short, mais c'est pas, tu sais, sérieusement, cette lecture vraiment bizarre, tu sais, on dirait qu'il
pour une fois, il a comme pas joué la cassette, puis il a vraiment dit comment il sentait. Puis je suis en train de me demander, Mitch Marner, est-ce qu'il commence de plus en plus à regretter ça? Parce que, tu sais, je pense qu'il avait fait son temps à Toronto aussi. Ça devenait toxique tant pour lui que pour les partisans qui restent là. Mais je le sens tellement pas plus heureux à Vegas. Puis, sérieusement, avez-vous entendu parler de lui cette année? Moi, 0, 0, 0, 0, 0. La seule chose que je sais, écoute, c'est drôle, hein, mais je pense que c'est l'effet Las Vegas aussi. Tu sais, il y a bien des joueurs qui passent à Las Vegas, puis ça demeure un gros marché. C'est des joueurs qui gagnent, mais c'est drôle. Mais l'effet Vegas fait en sorte que j'ai l'impression qu'on parle moins de joueurs ou qu'on en oublie certains. Mais avant que je lance sur autre chose, Pop, je te laisse continuer. Puis Mitch Marner, là, statistiquement, je ne sais pas jusqu'à quand ça remonte, mais est en train de vivre l'une de ses pires saisons personnelles en termes de production offensive. Le gars, il est barely point par game, là. Puis c'est un gars qui nous a habitués à Toronto à du 90-100 points. Pour reprendre l'expression à Félix, une main dans le dos, là. Puis, en tout cas, au moins, ce qui a été le fun, c'est qu'il a ramassé 2 passes dans la victoire contre les Leafs, alors que son bon chum Mitch Marner, son bon chum Austin Matthews, s'est encore une fois fait burner durant la prolongation 3 contre 3 et qui s'est permis de plus bouger ses patins sur le but de la victoire, alors que Jack Eichel avait probablement l'équivalent de 6 Mississippi devant le net des Maple Leafs pour le score en overtime. Qu'est-ce que j'aime ça? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça aussi. Je ne sais pas si vous avez vu ça aussi d'ailleurs pendant le match contre les Maple Leafs, mais il y en a bien aussi, eux autres, des fans des Maple Leafs qui font la route pour leur match. Mitch Marner s'est fait huer à domicile. Ouais. Un match contre les Maple Leafs. Ça s'ajoute aussi, je pense, au fait que, tu sais, Toronto, c'est exigeant. À Montréal aussi, c'est la même chose, c'est extrêmement exigeant et tout. Mais ça reste que Mitch Marner est un tripeux de hockey. Puis ça se sent quand tu le regardes. Puis je me demande si à Vegas, ils trouvent pas que c'est plate. Tu sais, je sais pas. Mais c'est certainement un clash d'énergie et d'attention autour de l'équipe. Là. Félix Pop, Mitch Marner a 28 ans. Il a vécu 28 ans de sa vie à Toronto. C'est un gars de Toronto. C'est un gars qui a joué son junior avec les Knights de London et qui a été repêché par les Maple Leafs et qui a passé toute sa carrière jusqu'à cet été. C'est sûr. C'est un gars de Toronto. C'est un gars de Toronto. Puis, ça revient souvent au message que, des fois, peu importe le sport, là, soit de 100%, mais des agents libres que, des fois, on se fait miroiter que tout est tellement meilleur ailleurs, on donne tellement plus d'argent, puis tout ça, tu as un meilleur environnement, mais au final, tu te rends compte que est-ce que la pelouse était vraiment plus verte de l'autre côté ou c'est juste ça? Écoute, Pop, dans tous les cas, oui, son temps à Toronto est... il a fait son temps, mais... En fait, je pense que Toronto avait plus fait son temps avec Mitch Marner que Mitch Marner avait fait son temps à Toronto. Dans tous les cas, on était à la croisée des chemins. Absolument. Pas besoin de regarder très loin non plus sur pourquoi Vegas, c'est de finalement pouvoir toucher à ce trophée argenté qu'on appelle Stanley. Pour la première fois de sa carrière, c'est un gars qui est encore, malgré tout, à son apogée. C'est quand même un gars qui, oui, c'est loin d'être sa meilleure saison depuis un bout, mais il peut quand même chercher son 90 points annuels. Oui. Il y a un monde dans lequel Mitch Marner termine quand même la saison avec la Coupe Stanley et une médaille d'or. C'est un fait. Mais ça va-tu lui faire du bien, par contre, d'être entouré de la délégation canadienne? Ouh. Écoute, moi, j'ai juste à dire, Mitch Marner was real nice durant la confrontation des 4 nations. Ben oui, la passe sur le but égalisateur de Sam Bennett. Et le but gagnant contre la Suède pour commencer le tournoi aussi. Ouais, mais surtout, la passe, comment il rentre dans la zone, s'en va vers le centre, attire les 2 défenseurs, se laisse oublier la petite passe savante à Sam Bennett qui fait juste passer et l'envoie côté rapproché.
du vrai cinéma. Voici ce qui se passe avec Mitch Marner. Les boys, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais j'ai mentionné en début d'émission ce match des Canadiens contre les Sénateurs d'Ottawa. Savez-vous que ça ne se passe pas très bien à Ottawa? Je vais te reposer la même question que j'ai déjà posée il y a à peu près 20 minutes. Est-ce que ça a déjà bien été à Ottawa? Oui, quand Pierre Dorion a dit que la reconstruction était finie, ça, c'est drôle. Oh, absolument. Puis que l'échange de Billy Dadonov aussi, ça, c'était très drôle. Oui, exactement. Mais écoutez, de 2017, c'est là que ça a piqué. Mais oui, exactement. Donc, tout semble mal aller. Puis là, c'est drôle, il y a les textes d'après-match qui sortent de la presse canadienne. Puis, je pense que c'est Jake Sanderson qui, là, de 1, a dit, suivant la défaite des Saints, il dit, honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, je dis mot pour mot, I don't even know what to say. Donc, dans cette défaite contre les Canadiens. D'ailleurs, là, avec Levi Meriläinen qui était devant le filet. On sait, là, Linus Ullmark est supposément là, de retour dans le giron de l'équipe. On a vu là, le vidéo où il semblait prêt à l'entraînement. Mais ce qui était frustrant pour les partisans des Canadiens, c'est que les Canadiens, après 2 périodes, c'était 9, 10 tirs. Finalement, les Canadiens qui n'ont pas, encore une fois, donné beaucoup de tirs. Mais ça a été une source de frustration chez les Sénateurs. On parle là de citations qui sortent d'après-match. Mais Félix, tu me diras, c'était qui l'avait sorti, cette citation-là? C'est Jake Sanderson. C'est aussi Jake Sanderson qui a sorti ça, comme quoi, ça serait le fun, de pouvoir faire plus que 10 arrêts. Ce qu'il dit en gros, Sanderson, c'est qu'il dit oui, Meriläinen a fait des gros arrêts et tout, mais tu ne gagneras pas beaucoup de matchs en faisant 10 arrêts par match. Puis, il n'y a pas tort. Mais est-ce que si je suis Levi Meriläinen, un jeune gardien qui n'a pas d'affaire à être numéro 1 à Ottawa, qui n'est pas du tout encadré en ce moment parce qu'on n'a pas vraiment de numéro 2, est-ce que j'aime ça entendre celui qui est un joueur important du noyau, un défenseur important signé à long terme, est-ce que j'aime ça de l'entendre de ramasser de même après un match? Non, probablement pas. C'est pas sa faute s'il s'est ramassé cette situation de Meriläinen. Il n'y a pas d'affaire là en ce moment-là. Il n'y a pas d'affaire là. Puis je pense que ça démontre à quel point le vestiaire en ce moment c'est pas toxique, c'est pas débile. Regarde, qui est le leader de cette équipe-là? Tkachuk. Mais. Ben oui. C'est ça. À quel point? Puis, dans le sens que, oui, c'est un match difficile pour ton gardien. C'est 13 arrêts là, sur, 20, 19 tirs. C'est 19 tirs. Les gars, c'est un pourcentage de 68%. Là, il y a quand même quoi dire comme, on les avait, tout ça. Je comprends, c'est frustrant. Il n'y a rien qui va bien du côté d'Ottawa, mais certainement des meilleurs mots qui auraient pu être donnés pour ce qui est littéralement ton coéquipier. Là. Puis je suis retombé sur... C'est drôle parce que, à Montréal, on a bien vu cette année des problèmes de gardien. Là, c'est un exemple. On en a vu plusieurs à travers la Ligue. Là, on en a vu à Montréal. Puis je suis retombé sur les propos de Nick Suzuki un peu plus tôt cette saison, quand Dobèche Montembeau n'était pas capable d'arrêter un ballon de plage, l'un et l'autre. Puis il dit, Suzuki avait été questionné là-dessus. Puis son commentaire, ça avait été on a encore confiance en nos gardiens, on sait qu'ils sont talentueux. Puis tout. Puis, je comprends qu'il y avait de la frustration, surtout après une défaite comme ça, qui est probablement ton plus grand rival en ce moment à Montréal. La rivalité Ottawa-Montréal qui a vraiment pris de l'ampleur depuis quelques années. Puis je crois que c'est frustrant de perdre ce match-là, surtout que ça ne va pas super bien à Ottawa ces temps-ci, mais c'est vraiment le genre de choses sur lesquelles à la limite, tu sais quoi, dis dans le vestiaire quand il n'y a pas personne d'autre qui va t'entendre. Mais arrêtez ça publiquement devant les médias quand, sérieusement, le kid n'a pas d'affaires. C'est pas vraiment de sa faute, c'est plus de la faute de l'équipe de ne pas l'avoir mieux encadré. Moi, c'est surtout avec ça que j'ai un pas pire malaise. Écoute, c'est bizarre à Ottawa, on le sait, puis je pense que ces propos-là, ça n'aide pas à redorer cette réputation-là. Chez les sénateurs d'organisation qui, en ce moment, en arrachent. Ça a l'air, en ce moment, là, l'impression qui se dégage, c'est que c'est faible mentalement dans ce vestiaire. C'est très, très faible. Ça prend pas grand-chose pour les faire. C'est ça qui est extrêmement frustrant du côté d'Ottawa parce que
on l'a bien vu dans le match contre Montréal samedi, cette équipe-là, défensivement, à 5 contre 5, est une forteresse en ce moment. C'est possiblement la meilleure équipe à 5 contre 5 de toute la Ligue nationale défensivement. Et on se fait carrément couler par les gardiens. C'est absolument dégueulasse de ça. Puis là, j'essaie de retrouver une stat et Dieu merci, je l'ai retrouvé. Shout out à Colin Fraser, qui est un beat reporter pour le Ottawa Citizens, qui sortait la stat aujourd'hui sur Twitter. Les pires pourcentages d'arrêt d'une équipe de la Ligue nationale en une seule saison depuis 1990-1991. Bon, OK. Les Sénateurs d'Ottawa de 93 et 94, mais c'était les 2 années de leur nouvelle expansion. Donc, c'est comprenable un peu de ce côté-là, qui était à 8,52 et 8,57. Et au 3e rang, les Sénateurs d'Ottawa 2025-2026 avec un pourcentage d'arrêt de 865. Ça veut dire que depuis que le Canadien a gagné sa dernière Coupe Stanley, il n'y a pas une équipe dans toute la Ligue nationale qui a un pire pourcentage d'efficacité collective que les Sénateurs d'Ottawa en ce moment. Dieu merci, notre directeur général a fait un échange à quelques heures du match 7 de la finale de la Coupe Stanley pour aller sortir un goaler qui avait gagné le Vizina. Ça, c'était drôle, ça. Quel timing de merde. C'était excellent. La Ligue 2 heures avant le match 7, les scènes qui font on vient chercher les sur le marque par transaction. C'est que la Ligue, elle pousse. Là. Wow, on a un match 7 à Edmonton, Floride. Wow, ils faisaient capoter, c'est vraiment malade. Avant, fucking nulle part, man. Ouais, ben c'est ça. Ottawa ramasse les sur le marque. What the fuck? OK. On rit là-dessus. On rit là-dessus, mais juste qu'il y a à peine quelques jours, dans notre propre cours, le Canadien a quand même annoncé une prolongation de contrat de 2 ans à Alexandre Texier, une demi-heure après que le premier ministre de la province a annoncé sa démission. Bref, c'est d'ailleurs l'ami du show, Mathieu Vachon, qui a sorti ça, qu'on salue d'ailleurs, qui avait tweeté quand la nouvelle du premier ministre est tombée. Il a écrit, la fenêtre est maintenant ouverte pour une mauvaise nouvelle provenant des Canadiens ou du CF Montréal. Finalement, c'était une bonne nouvelle des Canadiens, mais j'ai tellement ri quand l'annonce d'Alexandre Texier avait été faite. Là. Oh. Mais je peux juste faire un dernier point, mais après ça, on closera le show. Là. Moi, cette signature-là, je l'ai trouvé bizarre. Je l'ai trouvé vraiment bizarre. Pourquoi tu signes Texier? C'est cool, tu sais, tu l'as pour 2 ans, 2,5. C'est pas un mauvais contrat, là. Puis je comprends pourquoi tu le fais, mais le timing, il est fucké, man. Il y a 1 mois, ce gars-là, il y a 2 mois, les Blues ne savaient plus quoi faire avec ce gars-là. On a déchiré son contrat. Puis en dedans de 2 mois, là, il est arrivé à Montréal, s'est ramassé le premier trio, puis il a signé un contrat de 2 ans. Écoute, c'est cool, ça marche. Là. Puis je suis super content qu'il ait signé ce contrat. Là, dans le PDK, il met un Paul Byron à 2,5 dans le plafond qui va exploser. Il ne mettra pas dans la merde. Puis, sérieusement, moi, mon feeling, c'est qu'il ne finira pas ce contrat-là à Montréal. Je pense qu'éventuellement, tu vas le baloter ou tu vas peu importe. Je pense pas qu'il va finir ce contrat-là à Montréal. Bref, ça reste une bonne police d'assurance pour pas cher, mais quel timing bizarre. Pourquoi tu fais ça? Puis, la veille, en plus, on apprenait que, encore plus fucké, les Blues avaient signé Logan Mailloux un contrat d'1 an. Et ça a l'air minimum. Pourquoi? Ça, c'est exactement le genre de contrat qui signe genre le 12 juillet. Là, quand il n'y a plus rien à régler. Là. Vous pouvez m'expliquer, OK, pourquoi ils ont réglé le contrat d'1 an, salaire minimum. Pourquoi? J'aurais ça rendu en juillet. Pourquoi Mailloux a signé ça? Sérieusement, quel était à part de s'assurer d'avoir un contrat, un volet qui fait en sorte qu'il va être payé le même salaire dans la LNH et dans la Ligue américaine, parce que, rappel, EA Sports a tout mélangé vos cerveaux. 2 volets ne veut pas dire peut aller au balotage. 2 volets veut dire que le salaire n'est pas pareil dans la LNH et dans la Ligue américaine. 1 volet, le salaire est partout pareil. Tu sais, ça, c'était vraiment 2 contrats de fucking nulle part qui avaient tellement pas rapport, man. En tout cas, ces 2 contrats-là en date genre 12 heures. Là, c'était vraiment il aurait juste manqué, genre, qu'on signe Zach Bolduc pour 2 autres saisons au salaire minimum, puis on avait, genre, le taux de chapeau parfait. Pourquoi? En tout cas, personne ne signerait Bolduc en ce moment. Pourquoi ces 2 contrats-là se sont réglés? Je sais pas. J'ai trouvé ça bizarre. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire.